Bonjour. Comment allez-vous? Ça va pas? Pas encore. Pourquoi ça va pas? Non mais pourquoi ça va pas déjà? Donc votre état dépend de quelqu'un d'autre. Il est 9h30. Vous êtes réveillé depuis le matin, il est 9h30. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi ça ne va pas. Imaginons que je ne sois pas compétent du tout et que je ne vous apprenne rien. Ça n'ira pas alors. Donc vous êtes dépendant de moi. Combien sont dans cet état-là? Combien ne sont pas dans cet état-là? Combien sont dans un état qui ne dépend pas absolument de l'orateur? Une personne, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est intéressant. Voilà un auditoire qui a deux types de personnalités différentes. Il y a des gens qui sont dans l'attente de ce que l'orateur va dire et qui se sont déjà mis dans une situation d'attente et se disent, selon ce que ce type va me dire, je vais être ragaillardi, je serai quelqu'un de nouveau, j'aurai du punch. Et d'autres qui l'ont déjà. Et quel que soit ce que l'orateur dira, ce n'est pas ça qui va venir absolument dégrader leur punch. Ça vous inspire quoi? Comment vous pourriez décrire ces deux états de personnalité? C'est déjà des éléments de confiance en soi. D'accord? C'est un peu comme quand vous allez à une séance de cinéma et tout ça, vous allez vous détendre. D'accord? Vous savez que vous allez vous détendre. En temps normal, c'est le fait d'entrer dans la salle de cinéma avec votre compagne, votre ami, qui crée la détente. Vous avez décidé de vous mettre à l'aise, vous êtes déjà à l'aise. Le film peut être bien, il peut ne pas être bien, mais vous avez décidé de sortir. C'est ça qui va vous faire plaisir. Il y a d'autres qui ont décidé de sortir comme ça, mais qui à la fin du film, ils sortent, c'était peut-être triste, c'était pas bien. D'autres ont déjà du regret, qui m'a même dit d'aller là-bas. Donc, il y a des gens qui sont très influençables par l'extérieur et d'autres moins. Et justement, un état de confiance en soi, c'est une forme d'état d'imperméabilité, d'accord, par rapport au flux extérieur. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'intra. C'est une perception intérieure. Mais avant d'arriver à la définition, je vais demander, qui peut me dire selon lui ce que c'est que la confiance en soi? Avec ses propres mots. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole et dire s'il a confiance en lui et pourquoi, et s'il connaît quelqu'un qui a confiance en lui et pourquoi? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Nzongom Joseph, Onium Service. Moi, d'abord, j'ai confiance en moi. Parce que lorsque j'ai mon objectif atteint, je n'attends pas qu'une influence de l'extérieur vienne me perturber. Je suis engagé, j'ai ma détermination. Et si je connais quelqu'un qui a confiance en lui, oui. Et ces genre de personnes me motivent souvent. Un exemple, qui? Mon chef, par exemple. Votre chef au service? Oui. Pourquoi vous pensez qu'il a confiance en lui? Il a confiance en lui parce que lorsqu'il a son objectif, un projet, il le fait, il avait toute la détermination, toute la confiance. Il n'a pas peur de l'échec, il n'est pas influencé. Et lorsqu'il a quelque chose à faire, il le fait. Objectif, détermination. À cause de ces deux éléments-là, il pense qu'il a confiance en lui et que quelqu'un qui connaît a confiance en lui. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Moi, j'ai appris à avoir confiance en moi parce que c'est quelqu'un de très proche, que je ne peux citer ici, qui m'a appris à prendre confiance en moi, qui m'a appris qu'il faut se faire confiance, qu'il faut se donner tous les éléments, qu'il faut travailler très fort, très dur, et on peut atteindre son but quand on croit en soi-même. Donc, j'ai confiance en moi et je suis sûre que si je veux atteindre un but et je suis ses conseils, je vais atteindre ce but. Et je crois que j'ai déjà atteint
j'ai déjà atteint beaucoup de choses, j'ai déjà réalisé beaucoup de choses par rapport à tout ce que j'ai appris de cette personne-là. Entraînement et compétences. Voilà les éléments pour elle qui créent la confiance en soi. Qui n'a pas confiance en lui maintenant? C'est pas mauvais, sincèrement. Il y avait notre droit pour la confiance? Oui, ok, on va prendre le monsieur. Après, on va passer à ceux qui peut-être ont moins de confiance. Bonjour, Bonjour. je suis monsieur Chanchougi Bruno. Je dirais personnellement que j'ai confiance en moi. D'accord. Ouais, parce que face à toute difficulté, je dis je vais résoudre le problème. Peu importe le problème qui est devant moi, tout ce que je dis c'est que je vais le résoudre. Et la preuve c'est que mon parcours professionnel atteste exactement tout ce que je dis, parce que lors des recrutements, je suis passé avec plusieurs personnes, bien plus âgées que moi, peut-être aussi expérimentées, mais tout ce que j'ai dit, c'est que dans cette vague, moi, je ferai partie de ceux qu'on va retenir. Et Ah, vous vous êtes dit ça? je me suis dit, je ferai partie de ceux qu'on va retenir. Et bien après, on m'a retenu. On m'a dit, dans la vague de tous ceux qu'on a retenus, tu étais le plan B. Le plan A était là, tu étais le plan B. Mais aujourd'hui, on réalise que tu es au-delà de tes compétences. Et deuxième entreprise, on me prend, il y a un poste qui est vacant. Tout ce que je dis, c'est que le poste qui est vacant, c'est un poste de responsabilité. Je vais l'occuper. Je n'ai pas demandé au top management de me nommer à ce poste. Peut-être 2 mois après le recrutement, est-ce que tu peux tenir à ce poste? Oui. Et je suis à ce poste aujourd'hui. Félicitations. Ouais. Et dit que je connais quelqu'un qui a confiance en lui. Je pourrais citer 2 personnes. Premièrement, c'est celui qui nous amène ici aujourd'hui, c'est-à-dire M. Kouyaté. Pour avoir lu son parcours dans la dernière édition d'Horizon qui est sortie, je dirais qu'il a confiance en lui. Je pourrais inviter tout le monde ici de lire. Et en le C'est vrai de ce lisant, côté? D'accord. donc, en lisant, tout le monde retiendra que c'est un monsieur qui a confiance en lui. Et la deuxième personne, je pourrais parler du président Fosso du GICAM. Oui, parce que quand on lit tout son parcours, il est parti de rien. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un empire qui constitue plusieurs entreprises. Et pour avoir fait un stage au GICAM, lors de mon passage au GICAM, ce n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais après, sous le règne du président Fosso, le GICAM est aujourd'hui une plaque tournante. Ouais, le GICAM est une autre, ça a pris une autre dimension. Ouais, parce que lui, il a dit, je serai président du GICAM, je ferai du GICAM quelque chose. Aujourd'hui, le GICAM est ce que je pense, le GICAM aujourd'hui, c'est que lui, il a pensé. Très bien, d'accord. La persévérance et l'atteinte des objectifs. Monsieur Kouyaté, Monsieur Fosso. Merci. Est-ce qu'il y a maintenant des gens qui ont des soucis de confiance en soi? Même si ce n'est pas général, hein, on peut avoir très confiance en soi dans une situation A et avoir zéro confiance dans une situation B. Alors, je veux que les gens m'expriment un peu comment ça se passe, leur manque de confiance. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous d'être en manque d'assurance, manque de confiance, d'avoir moins d'estime de soi? Oui, monsieur. Le micro. Oui, c'est Mvogo Silas, Omnium Service. Oui, il arrive parfois que je suis en manque de confiance, particulièrement quand je ne me suis pas préparé face à une situation. Alors, ce qui fait que lorsque la situation est présente, à cause de ce manque de préparation, parfois, il y a la sueur qui coule peut-être, il y a les petits qui tremblotent, tout simplement parce qu'avant cette situation, je ne m'étais pas préparé. C'est ça qui fait souvent le manque de préparation. Mais si avant, je m'étais préparé face à la situation qui allait arriver, alors, pas de problème. Là, j'ai une totale confiance en moi-même. Très bien. Donc voilà un monsieur qui peut avoir un manque de confiance juste par défaut de préparation. Et ça répond à d'autres personnes qui ont dit, comme la dame, lorsqu'il y a préparation, elle a confiance en elle. Dans le manque de préparation, effectivement, peut être un élément de manque de confiance. Est-ce qu'il y a un autre exemple comme ça? Oui. Micro. Bonjour, Bonjour.
Je me nomme Joseph Tekobo de Global Service. Moi, j'ai un souci de confiance en moi parce que c'est d'abord la conscience, en fait. Quand je regarde mon parcours de mon enfance à aujourd'hui, j'ai conscience du fait que, malgré ma timidité, je suis parvenu à faire beaucoup de choses. Tenir tête à des gens qui me disaient « tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas ». Et d'en arriver à ce jour à accomplir ce que je fais, je me dis « waouh ». Vu d'où je suis parti, il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui me disent « moi, j'étais persuadé que tu ne pourrais pas faire le millième de ce que tu as fait ». Mais aujourd'hui encore, si quelqu'un pose un doute par rapport à ce que je fais, je ne veux pas chercher à le convaincre du contraire, mais moi, ça va me pousser encore à douter, au lieu de chercher à argumenter et à me défendre, en fait. Donc, je ne me défends pas assez. Il y a ce manque de confiance permanent que je dois tout le temps travailler. Il s'exprime en face de quelqu'un qui vous contredit dans votre élan, ou alors même quand vous êtes tout seul? Surtout face à autrui. Face à autrui? Oui. Ok, dans l'influence de quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Donc, il y a un manque de confiance lorsqu'il n'est pas suffisamment encouragé ou lorsque quelqu'un lui donne des informations négatives par rapport à ce qu'il veut faire. Ça les décourage et ça peut créer en lui un manque de confiance. Est-ce qu'il y a un autre exemple? C'est important parce que c'est dans ces éléments pratiques qu'on peut commencer à corriger 2 ou 3 choses. Il n'y a pas de honte. Hein. Je vois des gens, lorsqu'on dit confiance, tout le monde lève le doigt. Manque de confiance. Oui. On va encore prendre 2, puis on va avancer. Bonjour monsieur. Bonjour. Nyomo Kami au Myom Service. Je vais vous dire ici que je reconnais que j'ai confiance en moi. Je vais peser mon mot. Peut-être que je ne suis pas confiant dans tous les domaines, mais c'est en celui qui est le mien, dans mon domaine professionnel. Je dis que je suis confiant. Je suis persuadé qu'un sujet qui est relatif à mon domaine professionnel, je peux faire face à n'importe quel des sujets. Mais je vais relever que quelquefois, il m'arrive de manquer de confiance, de douter de moi, à cause de 2 choses. L'environnement de travail et la collaboration. Quelquefois. Mais hormis cela, je me reconnais en pleine confiance. La collaboration des tiers, d'autres personnes, oui. Ou bien votre absence de collaboration à vous? La collaboration avec les autres, l'environnement, me pousse souvent à douter de moi, à manquer de confiance. L'environnement n'est pas conforme à ce que vous voulez? Je ne veux pas, c'est pas le mot, c'est vous qui le dites, mais je dis quelquefois l'environnement me pousse à manquer. Oui, mais je veux comprendre l'élément qui fait que votre confiance chute. C'est parce que l'environnement n'est pas conforme, c'est pas comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement justement, on n'a toujours pas ce qu'on veut. Quelquefois, ce n'est pas comme on veut. Voilà, c'est pas comme on veut. Et ça peut vous décourager un peu, c'est ça? Voilà. D'accord. Hormis ces conditions, il n'y a pas de souci. L'environnement. Effectivement, l'environnement, puisque nous vivons tous dans un environnement. Donc, pour lui, effectivement, quand l'environnement n'est pas conforme, n'est pas motivant, oui, ça peut être un sujet de découragement. Tout le monde est très confiant dans un domaine et peu confiant. Il n'y a pas de personne en manque total de confiance. Il y a des gens très timides au bureau, vous les voyez tremblants et tout. Allez les voir quand ils entrent dans leur maison. C'est des rois. Et il y en a qui sont des gueulards au bureau, des grands chefs. Mais quand vous voyez comment sa femme lui parle, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y a pas un domaine où on est totalement confiant et totalement pas confiant. C'est d'abord quelque chose à établir. Il ne faut pas que les gens qui ont souvent confiance en eux, le jour où il y a un manque de confiance, ils s'inquiètent un tout petit peu. On va donc aller à la définition de la confiance. Et là, elle est très importante. Ça, c'est la mienne. La confiance en soi est la connaissance de notre capacité, il y a quelqu'un qui a parlé de capacité tout à l'heure, à pouvoir bien faire et bien être. Parce que le bien faire, c'est la compétence de ce qu'on fait, c'est l'action qu'on fait, et le sentiment intérieur, c'est le bien-être. Lorsque vous avez suffisamment connaissance en vous et en vos capacités de bien faire les choses et de bien être, oui, vous entrez dans la confiance en soi. Mais je préfère celle de Martine Théac, une Française psychanalyste. La confiance en soi est l'idée que nous nous faisons de notre capacité à affronter une situation. Je l'aime bien parce que ça rejoint le thème « Améliorer la perception et l'estime de soi ». Donc il y a un élément de perception et un élément d'estime. Et elle dit, c'est l'idée que nous faisons. C'est très important parce qu'en réalité, vous vous dites ce que vous êtes. D'accord? Et parce que vous vous dites que vous êtes ceci, vous l'êtes. Si vous vous dites que vous êtes quelqu'un d'autre, vous serez ce que vous vous dites. Vous avez une propre perception de vous et une perception des autres. Et Théâtre dit,
si vous commencez à développer une certaine perception de vous, vous commencez à entrer dans la confiance en soi. On va avancer, mais c'était pour que vous compreniez bien comment dans sa définition, elle a ressorti l'idée qu'on se fait. Et on revient donc sur la notion de perception. On va avancer. Bon, ça c'est moi, on passe dessus. D'où vient le manque de confiance? Mais on va revenir dessus. Tu peux avancer? Encore revienne par ici. Très bien. Notion d'émotion et de perception. Il y en a qui ont suivi le séminaire dernier sur les émotions. On ne va pas revenir dessus. Mais les deux phrases là sont très intéressantes. Vous n'êtes pas. Vous vous percevez être et ils vous perçoivent être. Il y a des gens qui ont souvent une propre identité qui se disent « je suis timide, je suis maladroit, je ne suis pas compétent, je ne suis pas beau, je ne suis pas séduisant, ainsi de suite. Les je suis pas, je suis pas, je suis pas. Il faut arrêter ça. En dehors des choses pratiques où je suis court, c'est physique, d'accord, il n'y a rien à faire. Je suis grand de taille, il n'y a rien à faire. Et encore que lorsqu'on dit qu'on est court par rapport à qui? Ou par rapport à quoi? Donc c'est une question de perception. Et les autres aussi ne sont pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelque chose. Vous le percevez comme. Si on demande à quelqu'un, est-ce que le président Hollande est un bon président? Il y a des gens qui vont dire oui, avec leurs propres arguments, non? Il y en a qui vont dire non, avec leurs propres arguments. Vous avez un très bon chef? Vous l'aimez? Tout le monde l'aime? La plupart. Vous avez votre chef pourquoi? Parce que je pense qu'il est ouvert, il est dans des feedbacks clairs, donc l'orientation est claire. Très bien. Donc elle, quand quelqu'un est ouvert, transparent, c'est quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un de pas bien pour quelqu'un d'autre. Ça peut être qu'il bavard de trop, il ne peut pas garder de secrets, il va dire tout ce qu'il dit. Non, pour moi, il n'est pas quelqu'un de bien. Ça sera une même personne, mais avec deux perceptions différentes. C'est comme une jeune fille qui passe. Vous la trouvez très belle et vous, pas. Alors, ces images-ci expriment un peu cette perception-là. Vous avez là un chat qui se regarde dans un miroir. Il y a un qui se voit comme un gringalet. Vous arrivez à voir ça? Hein? Il est tout frêle là, la première photo. Il voyait un autre qui se voit comme un lion. C'est un peu tout ce qui est en train de se passer dans sa tête. Peut-être il y a un qui est en train de se dire, ah vraiment, mes poils, si c'est même pas le genre que je voulais, pourquoi moi je n'ai pas été noir? Et puis pourquoi c'est pas marron partout? Et puis je me sens même pas trop gras, je suis pas un beau chat. On ne sait pas ce qu'il est en train de se dire, mais dans sa tête, il a une image de lui qui fait qu'il se voit comme un chat gringalet. Et à côté, le même chat, je ne sais pas ce qu'il est en train de se dire, ah, je suis beau, je suis fort, je fais ce que je veux quand je veux, je suis un lion. Et il se voit comme un lion. Vous avez ça arrive beaucoup aux femmes. Elle s'habille, elle regarde, ah j'ai pris du poids, ah mais je suis grosse. Alors vous la regardez, vous vous demandez pourquoi est-ce que se sent grosse. Elle est bien, elle est mince, mais regardez dans un miroir, elle se voit toute grosse. Alors si elle se voit grosse, elle a une perception d'elle de grosse. Et si elle a une perception d'elle de grosse, elle va entrer dans la mentalité d'une femme qui est grosse. Et voilà un qui, à l'inverse, est bédonnant. J'avais un ventre comme lui il y a 2 ans encore. Et regardez, il se regarde au miroir et qu'est-ce qu'il voit? Il se trouve beau. Il se trouve séduisant. D'accord, c'est bien. Si lui, il veut aller aborder une femme ou bien sa future fiancée, il n'aura pas de complexe. Mais s'il se voit complètement bédonnant, je pense que quand la femme de sa vie va passer, il va aller rester tranquille. Donc c'est pour vous montrer un peu la perception qu'on peut avoir de chacun de nous. Ça veut dire de vous demander à vous-même, oui? Vous pouvez le micro, s'il vous plaît? Je m'appelle Madame Adam, je suis de chez Omnium Service Groupe SNEF et j'ai été interpellée par ce que vous venez de dire, si vous permettez. Je trouve que prendre les 2 exemples que vous avez pris pour prendre du négatif et du positif et dire souvent les femmes ressemblent à ça et les hommes c'est plutôt ça, dangereux. Pardon? Je trouve cela dangereux. Ah, parce que la femme a été prise dans un exemple mince où elle devient... C'est pas le fait que ce soit mince, c'est un exemple négatif de la femme qui se voit d'une façon négative. Et vous prenez un exemple d'un homme qui se voit d'une façon positive dans une assemblée où il y a des hommes et des femmes et dans un monde où les femmes ont toujours plus de difficultés à s'affirmer et elles le font, je ne trouve pas que ce soit le bon exemple. Et c'est à souligner. Qui est d'accord avec elle?
Très bien. Vous voyez, écoutez, moi j'aime ces interventions parce que nous parlons d'un domaine de perception. Je vous ai dit, la perception, c'est une chose. Madame, vous voyez un exemple comme celui-là et vous pensez que c'est dénaturisant pour la femme. Non. Ce qui se passe, c'est que, j'ai l'exemple de ma femme, vous pouvez demander à tous ceux qui sont mariés avec leur femme, ce n'est pas dénaturant, c'est un exemple courant. Je vais dire que les femmes sont très belles en général, mais très souvent, elles mettent la barre haute pour leur beauté, ce qui est normal. D'accord? Dans cet exemple, je dis que si une femme, je mets bien si une femme, elle est très belle là, elle est correcte, mais si une femme se voit grosse dans un miroir, elle partira avec la perception. Lorsque nous naissons et commençons dans un environnement, il peut faire en sorte de créer en nous un état de confiance ou à créer en nous un état de non-confiance. La façon dont nous a élevés, une image négative qui s'est formée durant l'enfance, si les parents ne vous ont pas valorisé et vous ont tout le temps dit que vous étiez un vaurien, vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas réussi dans votre vie, c'est des choses qui peuvent marquer. D'accord? Il faut avoir conscience de ça. Donc, il y a des éléments souvent que nous subissons et qui font qu'on peut avoir un certain manque de confiance en nous et qui ne vient pas absolument de nous. Il peut y avoir des multiples échecs consécutifs. Vous avez fait beaucoup d'échecs et à un moment donné, évidemment, vous vous dites la prochaine fois sera un échec. Il y a des gens qui ont pris des exemples pour dire j'ai vu leur parcours, ça montre qu'ils ont confiance en eux parce que c'est un parcours de succès. Alors lorsqu'on a un parcours de succès, évidemment, ça peut créer naturellement une confiance en soi. Il y a la mauvaise gestion des situations de la vie. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on va voir la dévalorisation. Le refus de considérer un échec comme une occasion de reprendre et de rebondir. Quelqu'un échoue et il considère son échec comme un échec. Il y en a qui échouent et qui considèrent leur échec comme une opportunité de réussite. Il y en a qui devant un problème, le problème comme une opportunité de créativité, de solution, et d'autres comme quelque chose qui les a abattus et ils sont des vauriens. La méconnaissance de nos forces et nos faiblesses, on est dans la connaissance de soi, et la culpabilité de nos propres compétences. Si quelqu'un est compétent et qui doute, ce monsieur ne doute pas de sa compétence, il a dit qu'il est compétent et dans son domaine, il est très sûr de lui. S'il doutait de ses compétences, oui, il aura un problème de confiance en soi au niveau de sa compétence. La connaissance de soi, c'est quelque chose de très important parce que vous devez vous connaître. Comment je suis? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je suis nerveux? Est-ce que je suis timide? Est-ce que je suis offensif? Est-ce que je suis prudent? Est-ce que je suis cachotier? Est-ce que je suis expressif? Se connaître, c'est très important. D'accord? Et connaître un certain nombre de compétences qu'on a en soi. Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais moins faire ci, je sais moins faire ça. Juste se connaître et savoir qu'est-ce qu'on a en positif, en négatif, en point amélioré, en point fort, c'est important. Mais il y a eu un travail sur la connaissance de soi, on ne va pas revenir dessus. La gestion émotive. C'était le séminaire dernier. La gestion émotive, c'est très important. On a travaillé sur le séminaire dernier. La capacité à gérer vos émotions, à les comprendre, à les gérer, à les paramétrer, c'est très, très, très important. Parce qu'on est très souvent dépendant de nos émotions. Mais ça, on a vu ça le séminaire dernier, on n'a pas revenu dessus. Et là, l'estime de soi qui est le travail d'aujourd'hui. Alors, l'estime de soi, c'est effectivement le fait qu'on s'aime. Et on s'aime pourquoi? On s'aime parce qu'en nous regardant, on a des éléments de fierté. Si on se regarde, on a des éléments de tristesse ou de désaveu, c'est difficile de s'estimer si on pense qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et c'est sur l'estime de soi qu'on va travailler tout à l'heure lorsqu'on va passer dessus. Et après, il y a la connaissance de son environnement, on en a parlé. Si l'environnement n'est pas bien, quelqu'un peut être totalement découragé. Il y a l'affirmation de soi, qui sera l'interlocuteur qui va passer après moi. Lorsque vous arrivez à l'estime de soi et à l'affirmation de soi, le reste normalement suit. L'assurance et le succès suivent tout seul. Qui s'appelle le leadership. Dans la communication gagnante. Maintenant, comme on s'est dit, beaucoup d'entre vous ont déjà naturellement une confiance en soi. Donc ici, il s'agit juste de savoir comment rester dans ce mind-là le plus régulièrement possible. Parce que chacun de vous déjà a confiance en lui dans plein de domaines. Mais comment rester dans ce mind de façon la plus régulière possible? On revient dessus, c'est se parler à soi-même. Hein. C'est-à-dire que ce que vous vous dites à vous, vous êtes votre premier coach. Ce n'est pas les gens qui vous coachent en premier, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas votre premier coach, alors vous dépendez totalement. Je parlais tout à l'heure qui veulent dépendre de ce que je vais dire. Ça veut dire qu'ils ont un coach externe. Quand vous avez un coach intérieur, vous créez déjà une certaine autonomie et indépendance de votre propre personnalité et vous êtes moins dépendant de l'influence des autres parce que vous avez votre propre coach.
Et le discours intérieur, c'est votre propre coach. Qu'est-ce que vous vous dites à vous? Comment vous vous motivez? Comment vous voyez? Comment vous vous félicitez? D'accord? La construction de sa propre échelle de valeur. Chacun doit avoir ses colonnes d'assurance. Ce monsieur a une colonne d'assurance, il a dit c'est son travail. Déjà qu'on a cette très bien. D'assurance. Il y en a qui sont beaux, ils se voient dans un miroir, ils sont très beaux. Eux, c'est leur colonne d'assurance. Ils savent au moins ça. Ça, au moins, c'est un acquis. Et c'est plus facile de partir de là et de commencer à construire d'autres échelles de valeur. D'autres ont travaillé, sont devenus docteurs, ingénieurs, ils maîtrisent. Ils ont cette fierté. Je suis un ingénieur, je suis compétent dans mon domaine mécanique électronique. C'est une colonne de fierté, c'est la première colonne de confiance en soi. Donc, construire cette propre échelle de valeur, ça peut se faire. Vous pouvez décider de devenir compétent dans un domaine particulier. Votre propre travail, par exemple. Décider que dans mon boulot, moi, je vais faire en sorte d'être le meilleur. Je vais travailler, suivre les séminaires, suivre les formations, lire des livres, mieux travailler, mieux écouter mon chef. Bref, être bon dans mon boulot. Vous créez une première échelle de valeur que vous construisez et qui est un premier point de mise en confiance. Quand vous avez déjà au moins un ou deux éléments comme ça figés, que personne ne peut renverser, c'est un bon point de départ. Si vous n'avez pas, même pas un seul, il faut en construire un. Et puis évidemment, le passage à l'action. On va voir ça, c'est l'audace. On avance. Donc on va y aller concrètement maintenant. La pratique de l'estime de soi, on parle de pratique parce que c'est une chose qu'il faut pratiquer. Au-delà de la connaissance, il y a des choses qui faut faire régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, je vous rappelle. Mais si on n'a pas beaucoup de temps, donc je sélectionne souvent les 2 ou 3 outils qui, lorsqu'ils sont pratiqués, peuvent aider n'importe qui dans un certain nombre de situations. Alors on va commencer par la visualisation. Il y a quelqu'un qui a parlé de la préparation et il y a un qui a dit, pour ses entretiens, il s'est dit, je vais sur l'entretien. C'est une forme de prophétie, si vous voulez. Cette technique, elle est très importante. Je l'utilise beaucoup, personnellement, énormément d'ailleurs. C'est même l'un des outils que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que le cerveau, tel que nous fonctionnons, dans ses intrants d'informations, ne distingue pas la réalité de l'imagerie. Si quelqu'un est sur une plage, couché devant la mer, en train physiquement de jouir de son plaisir devant la mer, et que moi je suis dans mon bureau, et que je m'imagine sur une plage, en train de vivre les mêmes émotions que celui qui y est, pour mon cerveau, c'est la même chose. Vous le saviez? Qui le savait? Madame le savait, très bien. Pour le cerveau, c'est la même chose. Ce qui fait que c'est une technique très, très, très efficace. Alors, quand moi, je dois passer, par exemple, je vais passer ce matin, alors je vous dis, depuis hier, je visualise cette scène. J'imagine des tas de scénarios et j'imagine que ça se passe bien, j'imagine que c'est des éditeurs sympas, qu'il n'y a personne de négatif, il n'y a personne qui me prenne mal et que si j'ai une question difficile, voilà comment je fais, je visualise toute la scène. Dans mon cerveau, c'est une imagerie. Mais ce que ça crée dans mon mental, c'est exactement comme si j'ai eu un premier séminaire comme celui-ci. Et comme si ça, c'est mon deuxième. Alors, qu'est-ce que je crée dans ma tête? Je crée une expérience. Et l'expérience est un grand élément de confiance. Ce qui fait que quand vous avez un événement, quelque chose à faire, visualisez comment vous souhaitez que ça se passe. Prenez le temps de le faire, à chaque fois. S'il y a un entretien, la veille ou des jours avant, visualisez que l'entretien se passe bien. Imaginez quand vous êtes habillé, comment le monsieur est. Imaginez même souvent des scénarios où il est un peu rigoureux, un peu dur. Anticipez même sur des questions qui peuvent vous gêner. Et commencez déjà à vous dire, si cette question m'arrive, comment je répondrai. C'est une forme de préparation, mais mentale. L'avantage que ça crée en vous, c'est que vous êtes exactement comme quelqu'un qui est passé dans un entretien il y a 2 ans, ça a mal marché, il a appris ce qui s'est passé et il revient. Vous gagnez 2 ans, en 3 ans, 4 d'expérience de quelqu'un d'autre qui a vécu juste par la visualisation. Alors il y a 2 types de visualisation. Il y a la visualisation post. Ça veut dire que vous identifiez vos succès passés. Tout le monde a une histoire de succès. Tout le monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas. Ou alors d'autres en ont beaucoup plus que d'autres. C'est faux. Tout le monde a une banque à succès extraordinaire. Seulement qu'il y a beaucoup qui ne les regardent pas. Et d'autres qui les regardent un peu plus. Si vous regardez dans votre passé et que vous arrêtez un peu comme une forme d'audit de vos compétences, vous devez vous rendre compte que vous avez beaucoup de réussites. Il y a un qui a dit qu'il était très timide, on lui disait toujours qu'il n'allait pas réussir et tout. Mais il s'est dit aujourd'hui, quand je regarde à mon parcours et à mon passé, je me rends compte que finalement, ici, c'est un très bel exercice. Parce qu'il va se rendre compte que mais, j'ai fait ci,
J'ai eu mon premier boulot, j'ai eu mon premier salaire, j'ai pu trouver une femme qui est tombée amoureuse de moi et que j'ai mariée, j'ai pu avoir des enfants, je suis en train de commencer à construire ma maison, j'ai pas fini, c'est vrai, mais j'ai quand même commencé à construire. Voilà, je suis pas malade, je suis pas infirme. Ici, il commence à citer un certain nombre de choses, il se rend compte que finalement, c'est pas si mal. Et lorsque quelqu'un arrive déjà à se dire, finalement, c'est pas si mal, c'est déjà très bien. Parce que c'est déjà un début d'aveu de confiance en soi. Donc, identifier les succès, pas les échecs. C'est trop facile. C'est comme si votre cerveau est canalisé pour aller dans les échecs. Ça, vous ne demandez même pas à faire ça. Ça vous vient tout seul. Donc, commencez à vous dire non, je vais essayer de répertorier mes succès à moi. Et je vous assure, il y en a beaucoup. Essayez de le faire. Si ce soir, vous rentrez chez vous et vous dites, OK, je vais un peu revoir un peu tout le fil de ma vie là. Et voir partout où j'ai réussi. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des succès positifs à un échec. Dans ma vie, j'ai été licencié par la du Cameroun. C'est la société dans laquelle on m'a licencié pour incompétence. Vous vous rendez compte? Quand vous licenciez pour incompétence, ça fait mal. Mais quand on m'a licencié par la du Cameroun, on m'a recruté à Socomar. Et à Socomar, je suis passé 42 ans. Finalement, c'était bien comme licencié ou c'était mauvais? C'était bien. Et quand je revois dans le fil de cette vie-là, je me dis, ça c'est un échec qui finalement s'est avéré bien. Donc à la fin, l'effet que ça me faisait d'être licencié pour incompétence, la perception change. Finalement, c'était bien que j'ai été licencié. Ils n'ont pas su voir ma compétence puisque la société à côté l'a vu et m'a valorisé après 2 ans. Donc finalement, je suis compétent ou pas? Je suis compétent. Et ça, c'est la perception que je fais de moi. Donc un échec ne fait pas que je me considère comme incompétent, bien que cet échec est constitutionnellement de l'incompétence. Donc, visualiser son passé et identifier les points de succès est un exercice extraordinaire. Faites-le. La visualisation hante, c'est maintenant ce que vous voulez faire demain. Ça marche à 100%, je vous assure. J'insiste dessus parce que ceux qui vont commencer à le pratiquer vont tout de suite sentir la différence. Dans tout ce que j'ai réalisé, quand j'ai pratiqué ça, ça a marché. Toutes les voitures que j'ai eues, je les ai visualisées et je les ai eues. Ce n'est pas de la magie, ça marche comme ça. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez faire demain, une maison à construire, une promotion que vous voulez, un poste que vous souhaitez avoir demain, un type de mari que vous voulez, je ne sais pas moi, un type d'enfant que vous voulez, un type de famille que vous voulez, tout ce que vous envisagez comme réussite, visualisez-les. Des fois, quand vous voulez vous détendre et que vous êtes couché, imaginez-vous avec un super mari, des super enfants. Imaginez-vous dans la maison, comme ils sont en train de jouer, comment vous leur parlez. Imaginez ce scénario comme vous le voulez. Ça, au moins, personne ne peut vous empêcher de faire ça, c'est vous qui décidez. Mais le fait de le faire crée quoi? Ça crée dans votre état mental une forme d'expérience. Votre cerveau enregistre que c'est ça que vous êtes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer ces événements après vers vous. La visualisation hante est très importante. Non seulement ça crée ça au niveau de ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais au niveau de un président venir faire un discours ou alors lors d'un débat, j'avais dit la dernière fois, lorsqu'on vous montre l'arrière-scène, vous vous rendez compte qu'il s'est énormément entraîné. Vous voyez, Hillary Clinton qui vient en scène là, elle a l'air très à l'aise, on pose des questions, elle parle, mais allez voir, hein, c'est 6 jours d'entraînement. Hein, où quelqu'un lui disait, non, c'est pas ça, non, ne dis pas ça, non, ton regard là, non, ce geste, non, ne fais plus jamais ça. Comme un enfant. Et après, quand vous la voyez, elle est à l'aise. Mais c'est beaucoup d'entraînement. Cet entraînement peut se faire physiquement, il peut se faire mentalement. Et quand vous le faites mentalement, vous gagnez énormément en argent, en temps, et en plus, ça fait un gros bien. Parce que quand vous imaginez un succès, vous n'avez pas, ça vous relaxe. Immédiatement, ça vous relaxe. Et non seulement ça vous relaxe, mais ça crée une image mentale en vous qui est à la fois de la préparation et qui agit sur l'attraction, la loi de l'attraction, et qui fait que ce que vous avez imaginé peut vous arriver. Est-ce que il y a des questions? Très bien. L'audace. Oui. Toute personne devrait essayer de faire une espèce d'audit de ses succès. Est-ce que ce n'est pas un exercice dangereux dans la mesure où, en faisant l'audit de vos succès, vous constatez que toute votre vie, vous aviez beaucoup plus d'échecs que de succès. Est-ce que cet audit, au résultat final, ne va pas vous paralyser et vous faire perdre la confiance en soi? Qui peut répondre à ça? Oui, madame.
ce que je viens d'entendre, en fait, c'est que vous avez le monsieur qui parlait, il avait raison, selon moi, parce que je l'ai expérimenté. La visualisation est très importante et l'idée que le cerveau se fait de ce qu'on est. C'est ça, c'est l'idée de départ. Et vous venez de comparer dans votre tête automatiquement l'échec et la réussite. Il ne s'agit pas à ce moment-là, d'après ce que j'ai compris, de mettre dans son cerveau quoi que ce soit comme échec, mais juste de penser tout simplement, sans stress, à toutes les occasions qu'on a eues de réussir, en fait, de faire des choses, qu'elles soient grandes ou petites. Et donc l'idée de l'échec, il ne faut même pas y penser, enfin je crois. C'est juste mettre en avant toutes ces réussites sans les comparer à quoi que ce soit. Enfin, merci, c'est exactement ça. Vous savez, beaucoup de gens ont justement l'impression qu'ils n'ont pas une histoire de succès. Et juste cette idée-là crée un manque accru de confiance. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas une histoire de succès. Je ne sais pas quelle perception ils ont d'eux, mais ils se disent que je n'ai pas une histoire de succès. Mais c'est faux. Tout le monde a une histoire de succès. Tout le monde. Il n'y a personne, sinon vous ne serez pas là. Vous êtes assis là, ben, ça veut dire qu'il a quand même une certaine histoire de succès. Vous n'êtes pas couché dans un lit. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas le sida. Quand même, il y a des choses bien. Vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être des enfants qui sont en bonne santé. Il y a peut-être des choses bien. Vous travaillez, non? Vous avez un salaire. Mais mince, c'est bien. Donc, en réalité, il s'agit de revoir ces choses-là qui sont des réussites. Et vous allez vous en rendre compte que qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Commencez depuis l'enfance. Est-ce que vous avez eu des parents qui vous ont aimé? Oui. Est-ce que vous avez le souvenir des parents qui étaient gentils? Oui. Ça, c'est bien. J'ai quand même eu des parents qui m'ont bien élevé, qui étaient corrects avec moi et tout. Si vous n'avez pas eu des parents corrects, d'accord, mais qu'il est arrivé qu'un jour, ce papa-là, vous avez dans un super restaurant et que c'est le restaurant que vous avez découvert la première fois avec votre papa, c'est une réussite. Il s'agit de se remémorer tout ça et de créer une banque d'histoires de réussite. D'accord? Intervention, s'il vous plaît. Oui. Je voulais juste ajouter par rapport au point que le monsieur a fait en disant que si on fait un audit de sa vie et on constate qu'on a beaucoup plus des échecs que des réussites, est-ce que ce n'est pas dangereux? Je voulais compléter ce que la dame a dit en disant que la définition des échecs et les attentes que nous-mêmes nous faisons, ça commence par ce qu'on se met dans la tête. Donc, plus on grandit, plus on se marie, on a des enfants, on a des responsabilités, et on pense que la seule chose qu'on peut considérer comme succès, c'est quand on a une augmentation de salaire, par exemple, ou c'est quand on a une promotion, quelque chose qui touche peut-être le salaire et notre revenu. Mais le succès peut être divers. Exact. Ça peut être votre input dans votre club des amis de football. Ça peut être le fait que vous avez adopté un chien pendant 6 ans et vous avez réussi à garder une relation avec quelque chose. Les succès, il faut vraiment être varié dans la façon dont vous mesurez les succès. Ce n'est pas seulement le fait de progresser dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi le fait que vous vous mettez un challenge pour dire que j'ai 50 ans, j'ai décidé que je vais avoir un doctorat avant 60 ans. Et puis votre vie académique, vous allez découvrir qu'à part votre vie professionnelle, vous pouvez aussi avoir des amis, des collègues, vous pouvez avoir une activité en parallèle avec votre activité professionnelle. Et ça aussi, c'est un succès, même un très grand succès. Donc. Exactement. Ok, on va avancer, sinon on va rater. Ok, une dernière intervention. On avance un peu. On revient au monsieur du départ. Oui, je m'excuse, vraiment, j'ai une question qui taraude mon esprit. C'est un constat. Pourquoi on n'encourage jamais les échecs ou des gens qui échouent, mais on n'encourage rien que les succès? Est-ce que l'échec est une mauvaise chose en soi? J'aimerais avoir une réponse. Dans la vie, dans la société humaine, je n'ai pas vu là où on encourage les échecs ou les gens qui échouent, mais on encourage rien que les succès, ceux qui réussissent. Selon vous? Je m'en veux un exemple.
voici les ampoules incandescentes qui nous éclairent. Nous connaissons l'histoire de l'inventeur. On nous parle qu'il a échoué 150 ou combien de fois avant d'y arriver. Si on l'avait abandonné, tu ne vis que dans les échecs. Tout ce que tu fais échoue dans ton processus d'arriver à l'invention de l'ampoule, il ne serait jamais arrivé. Je crois que dans la société, on devrait, d'une manière, encourager, pas motiver les gens. Attention, je pèse les mots. Pas motiver les gens aux échecs, mais il ne devrait pas être l'objet d'une condamnation. Ok. Écoutez, on va pas s'attarder dessus parce que c'est notre thème, d'accord? C'était le thème des pensées positives. Et si on revient dessus, ça va être un peu long. Donc je vais rapidement abréger ça pour qu'on avance un peu. L'échec n'est bon pour personne, d'accord? Vu au premier abord. Ça fait mal. Vous n'avez pas atteint votre objectif, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. À l'instant, ça fait mal. C'est en ça que l'échec, si on pouvait les éviter, tout le monde aimerait bien les éviter. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'interprétation positive de l'échec. Et ça, c'est le séminaire sur la pensée positive. Comment vous percevez un échec qui est arrivé? Et tout est là. Et c'est là où l'échec peut devenir un levier d'efficacité ou un levier de compétence, selon la perception. Je vous ai dit que j'ai été licencié pour incompétence, levier de compétence. Au moment où on me licenciait, j'étais assez mal. Je ne pouvais pas dire que c'était une très bonne chose. Aujourd'hui, je dis que c'est une bonne chose parce que j'ai une autre perception de cet échec-là. Mais lorsque vous demande de rentrer dans votre passé, c'est parce qu'en général, beaucoup de personnes ignorent qu'ils sont des éléments de succès dans leur état actuel. Et lorsque nous faisons souvent des consultations avec des personnes, vous n'avez pas idée du nombre de personnes. C'est pratiquement 70% de personnes qui n'ont pas une idée de succès de leur vie. Vous imaginez, 70%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent n'être pas être des hommes à succès. Parce qu'ils se comparent, ils voient peut-être juste M. Fotso, bien ils voient Barack Obama, ils voient des grands, ils se disent voilà, Rockefeller. Non! Et ils se disent que non, moi je suis pas un élément à succès. Pourtant, ils sont des super éléments à succès. Lorsque je travaille avec quelqu'un à ce niveau-là et qu'on commence à auditer sa vie, la plupart sont plein sourire comme ça. Parce qu'ils réalisent qu'ils ont un bagage à succès extraordinaire. Mais peu ne le font pas. Donc cet exercice vous amène juste à vous rendre compte qu'effectivement, contrairement à ce que vous pensez de vous, vous êtes un bagage. Vous avez parlé de M. Kouaté, son bagage à succès. Vous avez parlé de M. Fotso du JICAM. Demain, vous parlez comme ça exactement de vous. C'est-à-dire que vous allez citer l'expérience de M. Kouaté, mais pouvoir vous mettre dans un miroir et dire « Waouh, voilà ce que moi j'ai réalisé ». Si quelqu'un peut déjà se dire ça, il a déjà une très bonne fondation sur la confiance en soi. Parce qu'il a conscience de ses propres succès. C'est à ça que je vous interpelle. Maintenant, quand vous faites ce travail-là, la deuxième étape, je ne vais juste pas entrer dans les détails, c'est que quand vous faites ce travail-là et que votre cerveau emmagasine vos succès, les échecs viennent tout seuls. Hein. Vous faites un travail pour voir vos succès, mais les échecs vous viennent tout seuls sans que vous ne vouliez. Mais quand vous avez fait ce travail-là, vos échecs vont venir se mettre dans un puzzle et votre perception de l'échec sera totalement différente. Parce que vous allez voir qu'il y a eu des succès consécutifs à un échec. Ou alors des succès qui n'étaient pas possibles s'il n'y a pas eu cet échec. Et votre perception de l'échec change. Donc c'est un exercice qui aide énormément et je vous encourage à le faire. On va entrer dans l'audace. Je vais grignoter un peu de temps, Joseph, parce que c'est important. Écoutez, l'audace, c'est juste oser faire des choses. Quand vous osez faire un certain nombre de choses sur lesquelles vous êtes un peu réticent, osez dire à quelqu'un un certain nombre de choses, quelqu'un a un projet d'affaires et il sait qu'il gagnera un peu plus que son travail, osez démissionner. D'accord? Quelqu'un est amoureux d'une femme, mais il n'est pas très sûr d'eux. Et puis à un moment donné, il se dit, bon non, je dois me marier et tout. Et puis il ose passer par du mariage. Oser, c'est justement, l'audace, c'est aller faire quelque chose qu'en temps normal, on est presque paralysé à faire. Et on se dit, je vais le faire. Et lorsqu'on fait l'audace, c'est très important. Vous savez, l'une des choses qui a changé radicalement la perception que les gens ont de moi, c'était une attitude d'audace vis-à-vis des patrons blancs que j'avais. Vous savez que lorsque les Blancs arrivent quelque part, en général, ils vous appellent par le prénom. C'est presque naturel. Hein. Quand ils viennent, on présente Michel Bianqueux, c'est difficile. D'autres disent Monsieur Bianqueux, ça arrive. D'autres vont directement dire Joseph.
Et nous, en général, on est calibré pour dire monsieur. En tout cas, moi, c'était comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi moi, comme il dit Armel, je ne peux pas dire Henri? Et un jour, je vous assure, j'ai carrément décidé que désormais, quand me présente quelqu'un, s'il m'appelle par mon prénom directement, je le prends par le prénom. C'est une décision tout à fait personnelle. Le premier jour où ça arrive, c'est le directeur adjoint, un Italien, quand vient me présenter au bureau. Effectivement, il dit, monsieur Ndonke, responsable service shipping. Il dit, bonjour Armel, ça va? Je vous assure, là, j'ai tremblé parce qu'il fallait que je l'appelle Ivan. Monsieur Tessitoré. Mais j'avais pris cette décision-là. Alors, le temps de... J'ai essayé de me reprendre, il dit, oui Ivan, merci, ça va. Et vous, ça va? Et j'ai bien senti une forme de surprise. Mais après, il a souri et c'est passé. Et j'ai continué comme ça. Et ce qui fait que finalement, dans mon entreprise, j'étais le seul cadre noir qui, même pendant les réunions, appelait les patrons blancs par leur prénom. Mais ce que ça a créé, c'est que ça a totalement changé leur perception de moi. Totalement. Je vous prie des détails. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des audaces qui sont payantes. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Hein. C'était vous donner un exemple que l'audace, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et quand vous le faites, ce n'est pas que vous êtes très à l'aise de le faire, c'est que vous décidez de le faire. Et quand vous arrivez à parcourir ce coup-là, ça crée une certaine confiance en soi. Vous avez par exemple, c'était yes, we can't. Oui, nous pouvons. Un noir qui ose. Donc, c'est juste pour vous dire, vous avez ces petites choses que vous n'osez pas souvent faire, mais que vous savez être des bonnes choses à faire. Osez les faire. Et puis, l'auto-reconnaissance. Ça fait partie du langage intérieur. N'attendez pas que les gens vous félicitent. N'espérez pas toujours les félicitations des gens, ou comme beaucoup ont dit, la vue des gens. Vous êtes votre premier coach. Apprenez à vous féliciter. Le fait de faire ce travail sur vos succès, vous allez apprendre à vous féliciter. N'attendez pas des autres. Quand vous avez fait quelque chose de bien, dites-le. Vous savez, quand Dieu a créé l'univers, vous savez ce qu'il a dit après, non? Dieu lui-même, pour ceux qui ont lu la Bible, dès qu'il a fini de créer le ciel et la terre en 7 jours, qu'est-ce qu'il a dit? Il regarda sa propre œuvre et il vit que c'était très bon. Dieu lui-même fait de l'auto-reconnaissance. Ça marche très bien. Apprenez à vous féliciter et à dire, ça, c'est très bien. Félicitations, comment vous appelez? Félicitations François, là tu es assuré. Apprenez à vous dire ça. Et plus vous vous dites ça, vous félicitez vous-même, vous n'attendez pas ça absolument des autres. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un vient vous dire, c'était moyen, votre coach intérieur dit, non, c'était pas mal. Et vous restez dans votre confort de confiance en soi. Dernier... Ça, c'est juste pour résumer, hein, les 2 personnalités que vous pouvez prendre à partir de maintenant. J'ai résume un peu tout ce qu'on a dit. Vous avez une personnalité de valorisation et une personnalité de dévalorisation. J'agis, j'exprime mes sentiments, besoins et désirs. J'ai peur, j'exprime peu mes sentiments, besoins et désirs. Ceux qui ont fait le séminaire sur les émotions savent très bien qu'on a encouragé les gens à exprimer leurs émotions. Donc c'est vraiment la suite. Il faut savoir exprimer ce que vous pensez et ne pas toujours les cacher. J'obtiens ce que je veux, je n'obtiens pas ce que je veux. Alors si quelqu'un exprime ses sentiments et il obtient ce qu'il veut, il se félicite. Je me réjouis parce que j'obtiens ce que je veux. Donc, on est dans l'auto-reconnaissance. Je reconnais mes compétences et mes valeurs. On est dans la construction des valeurs. Je veux dire que chacun doit avoir ses colonnes de valeurs. Il doit pouvoir les construire. Lorsqu'il les a, quelqu'un les reconnaît. Donc il sait que ici, je suis compétent. Je m'autorise donc à agir et à exprimer mes sentiments, besoins et désirs. Alors que dans notre cas, j'agis peu, je minimise ma réussite, donc je n'ai pas une certaine auto-reconnaissance. Oh non, c'était pas très bien, c'était moyen. Je pense que ma réussite est liée à autre chose qu'à mes compétences. Je pense que mon bonheur de ce matin est lié au coach et non à moi-même. Non. Et je ne m'autorise pas à exprimer mes sentiments, besoins et désirs. Et du coup, vous êtes replié sur vous-même et vous ne vous exprimez pas. Donc ça, c'est les attitudes de valorisation et de dévalorisation. Je n'obtiens pas ce que je veux. Ça peut aussi arriver. Je relativise l'échec et j'apprends. On est dans la perception de l'échec. Et je tire, qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux m'améliorer puisque je suis tombé? Et là, vous avez une perception positive de votre échec. J'évite de remettre ma valeur en question. C'est parce que vous avez fait un échec que vous êtes un loser. Vous avez échoué pour cet acte-là, mais vous n'êtes pas un loser. Vous pouvez réussir sur le prochain acte. Donc, ça dépend de comment vous valorisez. Et quand vous êtes quelqu'un de valorisant, vous êtes dans le premier chemin. Quand vous êtes quelqu'un de dévalorisant, vous êtes dans le deuxième chemin. Donc, il s'agit de passer au premier chemin et de sortir de ce deuxième chemin. D'accord? Merci.